Bon, bah, je vous propose de commencer cette table ronde sur le greenwashing et le greenwashing. C'est Céline qui va animer la table ronde. On est dans le cadre des Lauriers 2025. Cette séance aujourd'hui vise à poser ce débat en amont des Lauriers de la Régénération qui ont lieu le 17 et 18 juin. Je laisse Céline prendre la parole pour nous présenter un petit peu la thématique et ensuite faire un tour de table de nos intervenants. Bonjour à tout le monde. Oui, on va parler de greenwashing et de greenwashing. Le greenwashing, ben, ça fait un moment qu'on en parle, que dans l'espace public, c'est vraiment sorti même des experts de la communication ou des militants écolos. En revanche, le greenwashing, il commence à peine à arriver dans l'espace public et puis vraiment de façon hyper restreinte. Je pense qu'il est surtout dans nos bulles à nous. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est un peu de débunker ce qui est en train d'émerger pour le moment dans le débat, c'est-à-dire que jusqu'ici, ce qu'on a pu voir, c'est une opposition entre greenwashing et greenwashing. Et on a eu envie de rassembler des personnes dans la table ronde qui considèrent que opposer ces deux notions, ça n'a pas forcément de sens et on verra pourquoi. On ira dans les détails. On va voir aussi ce que ces notions impliquent. Alors, greenwashing, bon, on n'ira pas très loin parce que c'est assez connu. En revanche, le greenwashing, on va quand même gratter un petit peu tout ce qu'il y a derrière le greenwashing. Et puis, l'objectif derrière, c'est aussi de savoir ben, comment communiquer de façon responsable. Donc, comment communiquer, c'est-à-dire ben, ne pas se retrouver dans du greenwashing. On veut bel et bien communiquer sans tomber dans le greenwashing. Et donc, pour cela, on accueille Loïs Moreira, Nicolas Lambert, Eva Morel et Jérémy Dumont qui est organisateur. Je vous laisse vous présenter Comment pour chacun. toi, souvent s'oublie. Vas-y, Céline. Toi, Comment? si tu veux te présenter, peut-être, Oui, ok, on va faire comme ça. Je commence vais par toi. commencer par me présenter en 30 secondes. Moi, donc, je suis consultante et formatrice sur les sujets de communication responsable. Et j'ai également une casquette au niveau associatif. Je suis cofondatrice de l'association Communication et Démocratie, qui est un think tank qui vise à changer le secteur de la communication pour transformer la société. J'étais présidente de cette association il y a encore 15 jours et je la rejoins depuis peu. J'ai dû retirer ma casquette de présidente. Je l'ai rejoint récemment en tant que salariée pour porter un programme justement sur les enjeux de formation à la communication responsable. Magnifique. Et je laisse la main, honneur aux dames. Eva, je te laisse poursuivre. Et puis ensuite, Nicolas et Loïc. Loïs, pardon. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Eva Morel, je suis formée en politique environnementale. J'ai travaillé auparavant à l'Assemblée nationale pour une députée qui travaille sur les questions de transition agricole et alimentaire, notamment, Sandrine Lefeur. Et depuis 2022, j'ai cofondé l'association Cota Climat, dont je suis aujourd'hui la secrétaire générale qui travaille sur le traitement médiatique des enjeux environnementaux, c'est-à-dire la meilleure représentation à la fois quantitative et qualitative de l'information environnementale à la télé, à la radio et dans la presse écrite. Super, merci. Nicolas? Bonjour Nicolas Lambert. Ouais, vous l'entendrez vite à mon petit accent. Moi, je suis belge, donc j'ai une expertise au croisement du marketing et du développement durable. J'ai écrit un bouquin sur le sujet, j'accompagne les entreprises sur le sujet, je donne cours et des formations sur le sujet. Et j'ai un background à la fois dans le secteur privé, des entreprises et aussi dans le monde des ONG. Voilà, ravi d'être là avec vous. Et Loïs Moreira. Donc, j'ai créé la société EcoCom, qui est une société qui accompagne les entreprises en communication environnementale sur l'autodéclaration. Donc, c'est une communication spécifique pour être conforme aux normes ISO 14021. Et
Avant ça, j'étais au pôle éco-conception pendant 11 ans. Donc, j'ai accompagné les entreprises à concevoir des produits, à faire des diagnostics en entreprise. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit une dizaine de guides sur le sujet et notamment un gros guide sur la communication environnementale qui avait été lu et préfacé par l'ONU Environnement, l'ADEME et la RPP, donc l'Autorité de régulation de la publicité. Merci. Alors, Jérémy a disparu. Je voulais qu'il se présente aussi parce il pourra intervenir tout au long de la conférence. On va poursuivre sans lui pour le moment. Donc, première chose, première étape, on va poser les bases. On va rappeler les définitions du greenwashing et du greenwashing. Est-ce que peut-être Laurent, tu voudrais bien nous rappeler pour le greenwashing et pour le greenwashing ce qu'on entend par là? C'est à moi que tu t'adresses, Céline. Ah, pardon, je t'ai appelé Laurent? Je Oui, mais je alors me doutais, Nicolas hein, mais Laurent, pour moi, c'est c'est la très même bien, en ça me fait. convient tout à fait. Ça Oui, ben, commence bien. rapidement, je pense que certainement ici dans cette audience, tout le monde est au courant. Donc, bah, le greenwashing, c'est assez clair, hein, c'est quand il y a une déconnexion entre ce qu'on dit et ce qu'on fait fondamentalement, hein. Donc, alors ça peut aller donc ce qu'on dit en termes d'allégations, en tout cas sur la durabilité environnementale, sociale, etc. Ça peut aller du mensonge à des allégations un peu vagues, à suggérer des choses avec des couleurs, des symboles, etc., qui sont pas tout à fait vrais, ou alors être totalement dans le déséquilibre, c'est-à-dire dire des choses qui sont peut-être vraies, mais qui sont pas du tout en équilibre avec l'empreinte globale que peut avoir une marque ou une organisation. Alors, greenwashing, c'est un mot qui est plus récent. Alors, to hush en anglais, ça veut dire se taire en fait. Et donc, c'est quand une organisation se choisit volontairement de ne pas parler de ses engagements environnementaux. Alors, on en discutera dans le débat. Ça, il peut y avoir plein de raisons, plus ou moins bonnes, pour le faire. Et c'est vrai que récemment, il y a eu, alors on aime bien hein, avoir des polarités comme ça, opposer les choses, dire oui, mais c'est mieux de faire du greenwashing que de faire du greenwashing. Et certains ont même dit, tiens, on regrette le temps où les entreprises faisaient du greenwashing parce qu'au moins elles parlaient d'environnement. Je pense on sera assez vite d'accord autour de cette table pour dire que ben, on peut faire ni l'un ni l'autre. Le greenwashing, c'est quand même vraiment pas terrible. Et on peut tout à fait parler d'engagements sociétaux, environnementaux, sociaux, etc., de manière proportionnée, éthique, responsable. Et donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas de greenwashing qu'on est obligé de faire du greenwashing. Ouais, voilà, très belle conclusion. On peut terminer la table ronde. Ouais. Eva, comme tu dois nous quitter rapidement, est-ce que tu pourrais nous parler de l'étude excusez-moi pour mon accent, hein, de South Pole, donc une étude sur le greenwashing. Quota Climat, on avait fait un article sur Vers le Média. Et donc ça, ouais, ça nous intéresserait de savoir quels sont ces enseignements de cette étude qui est parue l'an dernier, je crois. Oui, donc dans cette étude, il est dit que 86% des entreprises qui commercialisent des biens de consommation et 72% des compagnies pétrolières disent avoir réduit leur communication environnementale et que cette pratique de dissimulation de la communication environnementale ne concerne pas uniquement les entreprises les plus polluantes, mais aussi les entreprises qui promeuvent des services environnementaux. Donc, notamment 88% des entreprises qui proposent des services environnementaux déclarent moins communiquer sur le sujet alors que 93% d'entre elles ont des objectifs en la matière. Et je compléterai parce que nous, notre axe de positionnement principal chez Coda Climat, c'est la couverture médiatique des enjeux environnementaux. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une situation où l'information environnementale est à la baisse. Entre 2023 et 2024, on a constaté une baisse dans l'audiovisuel français de 30% de la couverture médiatique des enjeux environnementaux. Et en fait, nous, ce qu'on diagnostique, c'est que la couverture médiatique, elle se fait généralement en réponse à la manière dont les interlocuteurs politiques et économiques se positionnent par rapport à ces sujets.
D'ailleurs, ce qu'on déplore, parce que on pourrait très bien considérer que pour exercer leur rôle de contre-pouvoir, les médias doivent eux-mêmes mettre à l'agenda des sujets et ne pas forcément attendre que des responsables économiques et politiques le fassent. Mais le fait est que en dépriorisant cette question, les communications sont aussi à la baisse. Et je tiens aussi à préciser que on ne met pas forcément l'accent sur la communication comme panacée des transformations environnementales dans les structures. Parce qu'en fait, communiquer, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment savoir ce qui se passe en interne, s'il y a des axes de transformation qui sont engagés, parce qu'in fine, c'est bien ça qu'on vise. Et la communication, c'est juste une incitation à le faire. Parce qu'en fait, si on communique, on a généralement des gains réputationnels à se transformer. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, les pôles RSE et les pôles communication sont fusionnés. En fait, comme il y a peu d'incitations encore financières et réglementaires à le faire, la communication, c'est l'une des incitations les plus fortes. Et donc aujourd'hui, comme l'information environnementale est plutôt en récession, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'incitations à se positionner sur ces sujets. Et la crainte, c'est que cette moindre incitation à se positionner, elle se traduise par des engagements qui soient pas renouvelés. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des objectifs, mais on reprend pas nos nouveaux objectifs, juste on dépriorise, voire parfois qu'il y ait des reculs dans des politiques RSE dans certains secteurs. Et enfin, c'est ce qui est en train de se passer. Les entreprises pétrolières sont en train de se réengager sur des nouveaux projets d'exploitation, notamment aux États-Unis. Ce qui s'est passé avec l'élection de Trump a permis à Total Energy de se réengager dans des nouveaux gisements, ce qui n'était pas forcément entendable dans le débat public il y a quelques mois slash années et ce qui le redevient. Et donc, c'est ce lien en fait entre communication et action qui nous semble être important de souligner. Euh, ok, et alors moi je me pose une question. Euh, Finalement, le lien communication-action, ok. En revanche, pour pouvoir communiquer, il faut d'abord avoir agir. Et à ce niveau-là, du coup, est-ce que finalement qu'une entreprise pétrolière communique moins, euh, en- est-ce que c'est vraiment problématique au regard de son industrie? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est vraiment du green? Est-ce qu'on peut appeler ça du greenwashing dans la mesure où, de toute façon, quand elle va communiquer sur des enjeux environnementaux, ça va, alors pas forcément, mais il y a de très grands risques que ce soit du greenwashing. Mais en fait, pas forcément, dans le sens où en fait, la communication, c'est pas forcément l'aboutissement d'un effort, ça peut accompagner la transformation. On peut très bien se dire qu'on communique dès le démarrage de nos engagements et que ça accompagne le processus et que ça l'encourage. Et donc, en fait, une entreprise pétrolière, bien sûr, on peut très bien s'attendre à un double discours très fort. Et c'est important qu'il soit souligné par les personnes qui couvrent l'information. Donc, typiquement, si un journaliste reçoit un communiqué de presse d'une entreprise pétrolière, c'est important qu'il souligne les incohérences qu'il peut y avoir. En revanche, c'est pas forcément quelque chose de mauvais qu'une entreprise pétrolière dise vouloir se transformer. Il faut bien que ça soit fait concrètement, mais ça peut être un axe qui l'encourage à le faire. Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'incitation à se transformer quand on est une entreprise pétrolière. Donc, les mouvements d'opinion et la réputation qu'on a auprès des décideurs politiques, ça peut être un encouragement. En revanche, si on se retrouve dans une situation où on continue de communiquer sans continuer de se transformer, ce qui peut être aujourd'hui le cas de certaines entreprises, là, ça devient du greenwashing et là, ça devient extrêmement problématique. Mais en fait, le greenwashing, pour nous, c'est pas problématique dans le sens où arrêter de communiquer quand on est incohérent, de toute manière, mieux vaut emprunter ce mode d'action. C'est plutôt qu'en fait, pour nous, c'est juste une désincitation supplémentaire à se positionner sur ces sujets. Claire. Pour Loïs, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on parle de greenwashing. Là, jusqu'à présent, on a parlé de communication corporate, mais il y a aussi le sujet des offres de produits, comment on communique sur les offres de produits. Et c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise, parce que sans vendre des produits, sans vendre des services, l'entreprise n'existe pas. Donc, il y a un vrai enjeu aussi sur la création d'offres éco-conçues ou éco-performantes et de communiquer dessus. Et là, on peut regarder ce qui est possible de faire. Par exemple, il y a différents types de communication qu'il existe. Il existe les labels, mais il faut encore qu'il y ait un label qui existe sur son produit, ce qui n'est pas forcément le cas. Ensuite, il existe des éco-profils. Les éco-profils, c'est que je réalise une analyse du cycle de vie et je retransmets cette analyse de manière simplifiée.
On est principalement sur la lecture d'un petit rapport d'ACV de 5-6 pages. On s'adresse vraiment à un marché B2B. Ensuite, il existe l'affichage environnemental ou l'empreinte, c'est-à-dire qu'on fait une analyse du cycle de vie, un peu comme l'éco-profil, mais au lieu de s'adresser à un marché B2B, on transforme ça en une note très simplifiée au marché B2C. Donc, c'est à peu près la même gymnastique en partant d'une analyse du cycle de vie. Et puis après, bah, il existe l'autodéclaration. Et l'autodéclaration, bah, c'est un petit peu la foire parce qu'en fait, les industriels, face à ces choix, finalement, ont très peu de choix. C'est-à-dire qu'en B2C, on a le choix entre un label, il n'existe pas de référentiel. Ensuite, l'affichage environnemental, il n'existe pas non plus de référentiel. On se retrouve dans la case autodéclaration. Et en B2B, si on ne fait pas d'éco-profil, si ce n'est pas une obligation, soit imposée par les clients, soit par les textes de loi, eh ben, on se retrouve aussi dans la case autodéclaration. Et là, ben, on se retrouve dans cette jungle qui est plutôt une communication qui est déconseillée, mais finalement qui s'adresse à 99% des entreprises et des cas de produits à valoriser sur leur performance environnementale. Et c'est là où il va falloir mettre de l'expertise pour renforcer ces autodéclarations, puisqu'il existe des normes internationales qui sont volontaires, l'ISO 14020 et 21. Et si on les applique de manière concrète, on met en place un système de preuves derrière chaque allégation et il devient difficile de faire du greenwashing par rapport à ça. Et puis, une autre remarque, c'est l'enjeu de proportionnalité, parce que communiquer sur des toutes petites choses qui sont anecdotiques en termes de performance environnementale ou de stratégie, eh ben, ça décrédibilise le discours environnemental face à l'enjeu de l'entreprise ou du produit en lui-même. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'industrie pétrolière. Si son chiffre d'affaires, c'est 10 milliards d'euros sur le pétrole et que les panneaux solaires, ça représente 0,01% de son activité, et ben, même si elle le fait, même si elle s'engage, c'est assez difficile dans un enjeu de proportionnalité de sa communication de parler de ces sujets-là de façon disproportionnée. Et du coup, ça rentre dans du greenwashing, même si elle est dans une tendance à vouloir faire croître cette activité, mais à quel rythme et avec quelle ambition. Ah, c'est-à-dire que l'entreprise est en transformation, mais quand la transformation est réduite à peau de chagrin, finalement la communication n'aurait plus lieu d'être. Il faudrait rentrer là dans du greenwashing. C'est ça, on a un gros risque de greenwashing, du coup, on choisit peut-être l'éco-silence pour beaucoup d'entreprises. Finalement, pour éviter le greenwashing, il faut faire du greenwashing. Nicolas, comment on fait du coup avec tout ça? C'est un débat en fait relativement complexe, hein. Je crois je suis content que Loïs l'ait mis en avant et on l'avait déjà évoqué en préparant le débat. C'est vraiment cette distinction qui est fondamentale pour moi entre ce qu'on va utiliser, appeler de la communication d'entreprise ou de la communication corporate, hein. Donc, c'est une entité qui est une entreprise qui communique sur ses engagements en tant qu'entreprise. Et puis, une communication commerciale où ben, cette entreprise commercialise des produits envers soit le consommateur final ou en business to business. Et puis, il va faire des allégations, en fait, relative à la durabilité sur les produits. Pour moi, on est dans des débats totalement différents et souvent des débats qui sont mélangés en fait dans tout ce débat greenwashing. Alors pour ce qui est de la communication corporate, là, je crois qu'on peut dire de manière assez ferme, hein, comme le disait Eva, que bah, le greenwashing, c'est pas une bonne nouvelle, hein, puisqu'on a besoin de transparence, d'une part, hein, pour pouvoir simplement rendre comptable quelque part les entreprises de ce qu'elles font. Et puis, on a aussi besoin qu'elles s'expriment hein, pour créer un effet d'entraînement positif, finalement, hein, le côté performatif de la communication.
Moi, je suis plus circonspect sur le côté communication commerciale, c'est-à-dire que est-ce qu'une entreprise, prenons du business to consumer, hein, une entreprise de bien grande consommation, est-ce qu'elle doit forcément toujours communiquer sur la durabilité de ses produits? Alors, il y a un minimum, hein, il y a une espèce de minimum olympique à assurer qui est de nouveau une forme de transparence, que le consommateur, quelque part, puisse juger si un produit est plus ou moins durable par rapport à ses concurrents. Mais là, il y a eu une tendance très forte dans les dernières années à une forme de surenchère, hein, où on avait l'impression que les marques n'avaient plus que ça à la bouche. Et, alors, ce qui a à la fois créé euh, des tendances au greenwashing, mais aussi une forme de fatigue, je pense, chez le consommateur, chez le grand public, qui à un moment est aussi une forme de cynisme. C'est-à-dire que à partir de tout le monde, du moment où tout le monde est méga super durable, a des emballages avec plein de verres dessus et des petites feuilles, etc., ben on ne croit plus très bien, on ne croit plus vraiment ce que racontent les marques et les entreprises. Et donc là, moi, souvent dans ma pratique, alors je n'incite pas du tout dans la communication commerciale les marques à être dans le greenwashing, mais je les incite, je les conseille de mettre la consommation, la communication sur les aspects durables d'un produit à sa juste place, hein. C'est-à-dire à la fois pas trop exagéré, à la fois de manière crédible, à la fois de manière qui est informative, mais sans forcément en faire des caisses, parce que un, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les gens. Et si on veut qu'ils achètent des produits durables, ben, il faut aussi leur parler de leur goût, de leur look, de leur performance, etc. Et deux, quelque part, paradoxalement, en étant parfois plus discret, on est aussi plus crédible en fait, hein. Donc là, voilà, autant le greenwashing, disons corporate, pour moi, il n'y a pas de justification. Une certaine forme de modération dans le discours sur la durabilité, dans la communication commerciale, je pense qu'elle est même plutôt souhaitable. Plutôt souhaitable. Voilà. Donc je trouve que c'est une distinction. Et, et peut-être aussi dans les moyens alloués, finalement, il y a peut-être juste, comme tu disais, dans la discrétion, on va pas balancer une campagne d'infos à des millions d'euros. Peut-être que juste un petit élément sur le packaging, une information sur le packaging, et c'est bon. La campagne de com, en revanche, elle peut être sur les bénéfices du produit, Oui, oui, tout à mais fait. pas sur Oui. Et c'est un très élément. paradoxal, hein, mais d'autant plus si les produits sont des alternatives, disons, plus durables, hein. Le produit n'est jamais durable à 100%, hein, très, très rarement. Sont en tout cas les bonnes alternatives, des alternatives qui vont dans la bonne direction, ben, c'est important de, entre guillemets, bien les marketer. C'est-à-dire que c'est important que ces produits-là, ils soient désirables et ils soient les plus désirables possibles pour un très grand, un large public. Or, si on market ces produits-là uniquement sur des allégations liées à la durabilité, ben, on risque de s'adresser à un public très étroit, un public de niche. Et donc, c'est très paradoxal, mais parfois, en parlant trop de durabilité, finalement, on va à l'encontre de la durabilité parce que on fait de la durabilité quelque chose qui s'adresse à un petit groupe de gens, alors que ça devrait au contraire s'adresser à un public le plus large possible. Donc voilà, c'est un débat qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe, je pense, dans la communication commerciale que dans la communication corporate, où là c'est méga important qu'il y ait cette transparence et puis cet effet d'entraînement, comme le disait Eva. Eva, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de partir? Et puis aussi aborder la question des garde-fous, si tu as quelque chose à dire par rapport aux garde-fous. Bah, peut-être directement pour embrayer là-dessus. En fait, nous, on trouve intéressant d'élargir la définition du greenwashing à différents supports. Et on pense que ça pourrait élargir aussi l'encadrement du greenwashing. Typiquement, on peut s'interroger sur des interventions de type de celle qu'a fait le CEO de Airbus sur France 5 récemment, en affirmant que l'avion était moins polluant que le train. En fait, là-dessus, lui, il fait cette déclaration qui n'est pas anodine parce qu'il vend des avions. Et en fait, aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le champ de la communication commerciale parce qu'on considère que c'est le champ de l'intervention médiatique d'un CEO qui a pourtant des intérêts économiques à tenir ce type de propos, qui relève du coup de la désinformation, mais aussi d'un propos commercialement trompeur, puisqu'on peut très bien imaginer que derrière, dans toutes les audiences que recense France 5, il y a aussi des personnes qui pourraient éventuellement être tentées d'acheter les avions. On peut aussi se dire que ça sert plus généralement à un discours commercial du fait que un CEO et cette image
assez glamour du fait qu'il intervienne dans des émissions politiques renommées. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sait que, très concrètement parlant, au niveau de Bercy et de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, il y a une difficulté à considérer que l'élargissement des supports, ça fait, enfin, ça rentre dans le cadre de la définition du greenwashing. Donc, en fait, le greenwashing, c'est encadré spécifiquement dans le fait qu'on détecte des mots-clés en particulier et que aujourd'hui, bah, ces mots soient considérés comme fallacieux parce que trop généralistes, parce que mensonger, parce que pas représentatif de la globalité des impacts d'une structure. Mais tout ce qui va entourer le discours plus général d'une entreprise dans le débat public, ça va pas en faire partie. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt comme ça que se positionnent aussi beaucoup de marques ou beaucoup d'entrepreneurs qui sont le visage de cette marque, en disant, bah, en fait, on va améliorer la réputation et la communication en règle générale de l'entreprise par le biais de procédés qui sont plus ou moins fallacieux. Et donc, selon nous, un des leviers réglementaires, ça pourrait être de considérer que désormais, les propos qui relèvent d'une désinformation qui traite du secteur d'activité d'une entreprise soient considérés comme enfin, une communication commerciale, surtout si cette entreprise derrière se tare d'avoir une pratique de transformation de ce secteur d'activité en particulier, parce que ce serait du coup de la contradiction nette. Et donc ça, c'est des pistes en fait qui sont un peu aux confins du droit actuel et qui peuvent être exploitées si on considère que c'est désormais une priorité de lutter entre autres contre la désinformation, et d'élargir la définition du greenwashing. Et donc, ça pourrait être aussi un des leviers qui permettrait de l'encadrer de manière plus globale et aussi de s'adapter aux nouveaux modes de communication qui sont très incarnés par les dirigeants. En fait, on fait plus de la publicité aujourd'hui comme on en faisait hier. Aujourd'hui, c'est beaucoup des figures qui sont très personnifiées et qui incarnent des marques. Et donc, en fait, les discours de ces figures ne sont pas considérés comme une publication commerciale comme on pourrait en avoir l'habitude dans des revues papier ou à la télé, etc. Mais ça en fait aussi partie sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, une harmonisation de l'encadrement du greenwashing considéré comme une des facettes de la désinformation, ça pourrait être intéressant. Oui, oui, parce que précisons que le greenwashing, l'éco-blanchiment dans la loi, alors le terme a été inscrit tout récemment dans la loi climat et résilience, Ouais, super. c'est inscrit dans le cadre des pratiques commerciales trompeuses. Et pratiques commerciales trompeuses, effectivement, ça concerne les communications commerciales. Donc oui, élargir ça, ok, ça permettrait d'englober ces discours. Et ça fait Alors Eva, si tu as besoin de partir, tu nous le dis. Moi, je vais embrayer peut-être. C'est les points que tu abordes là, ça me fait penser à la question des influenceurs. J'aimerais bien qu'on parle des influenceurs. Est-ce que tu restes encore un peu Ouais, avec nous? oui, je peux répondre juste à cette question et après je vais devoir filer. Mais du coup, oui, sur la question des influenceurs, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très encadré. L'influence en ligne, on sait que grosso modo, il y a des règles sur les publications commerciales, notamment dans le fait que ce soit labellisé dans les publications. Mais en revanche, la vérification de ces labellisations, c'est plutôt sous la forme d'un signalement. Donc, en fait, on s'attend à ce que le grand public se fasse la propre police en fait de l'information qu'il consomme. Mais sauf que si on est mal informé, on ne peut pas forcément être éclairé sur les abus légaux qu'on nous fait consommer au quotidien. Et donc, en fait, il y a peut-être une inversion de la charge de la responsabilité qui devrait être faite. Nous, on travaille de plus en plus quand même avec des outils technologiques pour détecter des cas des informations avérées, notamment dans les médias traditionnels. Et on pense qu'il y a aussi des outils qui pourraient être appliqués Oui. dans le cadre de la régulation des contenus en ligne, y compris donc dans les communications des influenceurs, notamment quand ce sont des communications à but commercial cachées ou assumées, mais de manière incomplète. Et en fait, il y a dans les discussions européennes, dans le cadre du Digital Services Act, donc la réglementation en matière de régulation des contenus numériques, il y a une réflexion quand même dans l'harmonisation de la réglementation dans tous les supports de communication. Et typiquement, le fait qu'on applique aux plateformes digitales des règles qu'on applique aujourd'hui plutôt aux médias traditionnels, notamment bah, la publicité est très encadrée. On peut par exemple, on ne peut pas diffuser de la publicité sur la malbouffe à côté de programmes qui sont destinés à la petite enfance parce que c'est considéré comme un danger pour leur santé. On pourrait considérer qu'il y a des règles similaires qui s'appliquent aussi sur les surfaces numériques. Et bon, bah, aujourd'hui, c'est un bras de fer au niveau diplomatique d'imposer ce type de règles parce que ça rentre dans le cadre des négociations commerciales plus généralement et des négociations avec les États-Unis et les grandes plateformes. Mais en tout cas, c'est des pistes concrètes qui existent désormais. Enfin, ce qui manque, c'est un volontarisme politique et donc le fait aussi que les entreprises concernées et la société civile se mobilisent pour demander ces règles.
Super, merci beaucoup. Est-ce que si tu dois partir, tu n'hésites pas. Ça marche. Au revoir. À Ouais. bientôt. On va poursuivre avec Nicolas et Héloïse. Donc là, on est allé vite sur les garde-fous. Si vous souhaitez qu'on revienne sur les solutions, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait fait le tour des solutions. Non. Euh, on a parlé comme corporate et comme produit. En fait, peut-être ce qui manque. Nicolas, tu disais que sur la com corporate, euh, il faut, la question du greenwashing se pose beaucoup moins. Et Loïs nous Non, a pas mal elle se parlé. pose plus. Pardon. Comment? Non, je disais qu'elle se pose plus. Enfin, elle est juste pour. Je disais que pour la com corporate, c'était vraiment important que les entreprises ne fassent pas de greenwashing. C'est juste pour. Oui, tout à fait, oui, oui, Ouais. c'était dans ce sens-là. Et du coup, en com corporate, comment on fait? On a vu avec Loïs plutôt au niveau, j'ai l'impression au niveau produit, mais en com corporate, comment on communique de façon responsable? Puisqu'il faut communiquer, c'est important de montrer, de montrer que la marque, que l'entreprise est en transformation. Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques? Je sais pas, Loïs, si tu veux répondre ou. Alors, moi, corporate, je ne vais pas forcément être très à l'aise là-dessus. C'est vraiment dans l'approche produit-service et vente des offres. Par contre, il y a un vrai sujet, que ce soit corporate ou produit-service, c'est l'enjeu de comparaison. Et une entreprise, elle peut communiquer sur des aspects environnementaux, sur ses pratiques, mais finalement, est-ce que ces pratiques-là, c'est pas la norme dans un secteur? Et que finalement, beaucoup d'entreprises sont déjà bien plus en avance que ça, et eux pratiquent plutôt l'éco-silence en se disant, bon, ben, on est un peu plus que la norme, mais voilà. Et puis une entreprise au milieu de tout ça, qui est plutôt sur des aspects réglementaires, communique beaucoup sur le fait qu'elle respecte la réglementation, mais sans le dire frontalement comme ça. On a l'impression que ça peut être intéressant. Et il y a un vrai enjeu. On n'a pas parlé de ce terme-là, mais c'est de loyauté. Loyauté vis-à-vis du marché, vis-à-vis des concurrents en termes de communication, et figé dans un instant T, dans ce qui se pratique couramment vis-à-vis des entreprises concurrentes ou vis-à-vis des produits concurrents. Et ça, c'est un sujet fondamental en communication parce que une communication, des allégations qu'on pouvait énoncer en 2010, eh ben, peut-être qu'elles sont complètement obsolètes en 2020 et en 2030, celles de 2020, elles seront complètement obsolètes. Et parce que les réglementations bougent, parce que les pratiques industrielles avancent et se dotent de nouvelles technologies bien plus efficaces, que ce soit sur l'approche corporate ou produit. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça et de loyauté. Et c'est aussi ce qui incite cet éco-silence, c'est-à-dire que la communication, elle s'inscrit aussi dans une échelle de temps et dans une échelle de concurrence, et des pratiques courantes et innovantes et éco-innovantes. Et il faut faire le tri dans tout ça et ça rajoute une complexité à la notion de communiquer. Ouais, merci beaucoup pour cette notion de comparaison. Nicolas? Oui, peut-être pour ajouter à ça, effectivement, hein, en plus, on voyait ça un petit peu dans l'étude de South Pole, le cadre est de plus en plus contraignant aussi, c'est-à-dire que bah, on a la CSRD où on ne sait pas très bien où elle en est, mais elle finira bien par arriver un jour, ou en tout cas, justement, le fait de ne pas savoir où on en est, bah, ça crée à la fois un cadre plus contraignant, mais en même temps un peu mouvant. Donc c'est difficile de s'exprimer, hein, puisque voilà. Ben, on sait qu'il y a des directives qui arrivent aussi sur les allégations, hein. Il y a Empowering Consumer, il y a Green Claims. On ne sait pas trop non plus où elle en est. Et donc on est un peu dans une espèce de d'incertitude au niveau régulatoire.
qui fait aussi, je pense, que c'est compliqué de s'exprimer pour les entreprises. Donc, ça peut ajouter au phénomène. Après, de manière générale aussi, ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est que quand on parle de la durabilité, c'est vrai pour les entreprises ou pour les marques individuelles. En fait, c'est un type de communication qui est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes règles de communication. Et très Mm. souvent, le greenwashing, j'ai une collègue qui appelle ça de la grignorance, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui appliquent, qui sont pas forcément toujours de mauvaise foi, mais qui appliquent des règles de com ou des règles publicitaires traditionnelles à de la durabilité. Or, en fait, on parle pas du tout de la durabilité comme on parle du dernier bâton de chocolat qu'on a sorti ou du fait qu'il y ait une lame de plus sur le rasoir. C'est pas pareil. C'est-à-dire que là où dans la communication commerciale, ben, les gens vont accepter qu'on soit un peu dans l'hyperbole, qu'on dise à quel point on est formidable, etc. Parce que voilà, c'est un peu le jeu, les gens ont intégré ça. Dans la durabilité, ça passe pas du tout. Or, c'est compliqué pour une entreprise de dire je suis pas la meilleure, je suis en chemin, je suis pas forcément différent de mes concurrents, mais je fais la même chose qu'eux et on avance ensemble. Or, c'est des choses comme ça qu'il faut dire. Là, je suis pas encore bon en fait, mais je travaille dessus, etc. C'est des choses qui sont terriblement contre-intuitives en fait pour les entreprises, mais qui sont nécessaires si on veut être crédible dans la durabilité. Euh, et donc ça, c'est vraiment des choses. Et je pense que les entreprises là apprennent aussi. Je pense que ça peut aussi expliquer la raison pour laquelle les entreprises communiquent moins, c'est peut-être aussi un peu qu'elles se sont un peu brûlées les ailes, c'est-à-dire elles ont beaucoup communiqué, puis elles se sont pris un peu des retours de bâton, et donc maintenant je pense qu'il y a aussi une plus grande prudence parce qu'elles se rendent compte que dès qu'on parle durabilité, bah, c'est compliqué, c'est ambigu, c'est pas facile à communiquer, etc. Il y a moyen de le faire, hein, mais c'est complexe. Et donc, en tout cas, il faut intégrer le fait que c'est pas les mêmes règles, quoi. C'est pas les mêmes règles et il faut se faire aider, hein. Il y a des tas de gens qui peuvent aider les entreprises là-dessus. Mais même ça va toucher même les entreprises dans leur culture, quoi, hein, euh, dans leur voilà Dans leur ego dans leur ego. aussi. Oui, 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 Parce tout à que fait. elles ont progressé, elles ont le Absolument. sentiment d'avoir progressé, d'avoir Et fait évidemment, tout à des fait. trucs mais Et c'est pour géniaux. ça, hein. Ah, on a un produit Exactement. éco-conçu, etc. On a bossé des années, on a fait de la R&D. Bien Et sûr. puis il y a quelqu'un qui vient de te dire, ah, mais tu fais du greenwashing. Ah ouais, Ouais. c'est dur à entendre. Exactement. Et à ce niveau-là, bon, on peut. Alors là, c'est un peu plus controversé, peut-être ce que je veux dire, mais je pense, quand on est dans la dénonciation du greenwashing, et je suis le premier à le dénoncer quand je le vois, hein, mais je pense qu'il faut parfois aussi faire un peu attention de pas non plus voir du greenwashing partout, parce que si rien n'est bon, en fait, ben, ça va aussi valider le fait que finalement les gens vont plus oser communiquer, parce que si dès qu'ils disent quelque chose, qu'ils se prennent une claque dans la figure. Bon voilà, donc il faut trouver aussi un équilibre Mhm. là-dedans. Alors il faut absolument évidemment dénoncer ce qui n'est pas juste, qui est objectivement du mensonge, de l'exagération, etc. Mais il faut pas non plus tout considérer comme étant du greenwashing, parce qu'alors on détruit toute possibilité, tout espace en fait pour les entreprises de s'exprimer sur le sujet. Et Alors, puis, pardon. ouais, l'un des sujets que tu soulèves entre différence entre une communication classique sur un produit, ce qu'on a l'habitude de voir en publicité où on exagère ces allégations, ma voiture est super belle, etc., où finalement on est dans du subjectif. Euh, Souvent dans la publicité, on essaye de toucher l'émotionnel. Sur les aspects de durabilité, on va aller toucher des aspects physiques et du coup, la tendance et ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre en place des systèmes de preuve de chaque allégation, parce que théoriquement, on est capable de mesurer, de quantifier, de faire des essais. Et c'est ce qui pêche un petit peu dans la communication environnementale, c'est qu'on a repris les codes de la communication de la publicité classique où on allègue des éléments, mais sur la durabilité, en fait, il manque tout le système de preuve. Et souvent, quand on creuse, on n'a pas d'explication de la moindre allégation sur les produits. Et c'est ça qui est gênant aussi. Oui. Et alors moi, je voulais rebondir
les grandes et petites entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens. Une grande entreprise, elle se paye une agence de com qui a pignon sur rue, elle a une équipe en interne, etc., qui peut se former à la communication responsable. Une petite entreprise, une PME, une start-up, une boîte à impact, comme on dit, qui se lance, elle n'a pas les mêmes moyens. Et là aussi, Nicolas, quand tu disais, quand on dénonce le greenwashing, c'est vrai qu'aller dénoncer le greenwashing d'une grande entreprise et d'une petite entreprise qui n'a pas les mêmes moyens, qui n'a pas la même force en interne. C'est vrai que là, pour le coup, je comprends complètement le sentiment d'injustice de ces entreprises qui font comme elles peuvent, qui essaient d'utiliser ces codes de la publicité, d'avoir un maximum d'impact et qui se retrouvent à faire des faux pas sans le vouloir. Oui, tout à fait. Et c'est moi ce qui m'inquiète un tout petit peu dans la potentielle future législation Green Claims. Parce que là, elle va exiger des études a priori avant de faire des allégations pour tous les produits, etc. Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait que les grosses entreprises qui soient Mais capables de se payer ces études, etc. Et donc, que ce soit un peu un frein pour les petites et moyennes entreprises à l'innovation durable, quelque part, ou en tout cas à la promotion de produits durables. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Mais tu disais les petites entreprises, mais alors de manière anecdotique, il se fait que j'ai dans mes connaissances quelqu'un qui est directeur marketing d'une très très grosse compagnie aérienne et qui s'est fait mais massacrer pour accuser le greenwashing et a raison. Hein. Enfin vraiment, il n'y avait pas ah, mais c'est chez vous, je il y avait vois. pas photo. Je vais pas Oui. dire, je vais pas dire qui c'est. Et je l'ai rencontré par hasard, ben voilà, de manière privée, et vraiment, il était lui-même choqué, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout conscient. C'est fou, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, il a toutes les agences du monde autour de lui, tous les consultants, il y a beaucoup d'argent. Et je pense qu'il était, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, effectivement, lui, il voyait l'effort qu'ils avaient fait, tu vois, et il était fier de l'effort qu'ils avaient fait, et je pense que, voilà, on peut comprendre, hein, C'est humainement, sincère. il était sincère, mais il se rendait pas compte. Mais lui, évidemment, il voyait pas, enfin, alors ce que nous, on voit de l'extérieur, c'est pas l'effort qu'il y a à faire, qui est fait, c'est l'énorme gouffre sur ce qu'il y a encore à faire. Donc, je dirais même parfois dans les grandes entreprises, il y a comme ça des mécanismes Mm. psychologiques qui font que les gens, alors, je pense que maintenant, on a passé cette phase, hein, parce que je crois que maintenant, tout le monde a bien Sauf que compris. eux, moi, je considère qu'ils n'ont pas d'excuses. Et ils Euh, ont beaucoup moins d'excuses, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais je veux dire, c'est pas forcément toujours par cynisme ou par volonté de manipuler ou etc. C'est parfois juste, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas. Donc il y a aussi tout un truc d'éducation là-dedans, de bien faire comprendre aux gens en fait que voilà, on est dans un autre. Bon, on serait surpris de voir dans le monde de l'entreprise du nombre de gens qui n'ont pas vraiment compris c'était quoi les enjeux de la transition, quoi. ben, Ils en ont et entendu puis, parler, ouais, le climat, machin, mais qui n'ont pas fondamentalement compris de quoi il s'agissait. Donc ils n'ont pas ben voilà, intérêt peut-être il y a ça aussi qui est en jeu, quoi. ils n'ont pas intérêt peut-être à comprendre parce que ça met en Alors, cause bien sûr, hein, il y a aussi leur des mécanismes business. psychologiques qui font que, ils sont dans le déni, hein, on est bien d'accord, hein, tout à fait. Pas être bisounours, hein, mais c'est intéressant parfois de comprendre voilà, ce qui amène les gens à faire ce qu'ils font. Non. Sur le phénomène de greenwashing, il y a aussi un autre paramètre. Moi, j'ai rencontré des tas d'entreprises hein, qui ont fait des projets d'éco-conception et qui ont eu des très grosses déconvenues au moment de s'adresser au marché parce que leurs allégations, elles s'orientaient principalement autour de la réduction du quelque chose, un vocabulaire qui est plutôt dans le moins. Euh, je mets moins de matériaux, j'ai réduit mes étapes de production, j'ai réduit ma logistique, je mets plus de produits dans les camions. Et finalement, en fait, ces entreprises-là, elles arrivaient un petit peu sur le marché avec plein d'allégations environnementales et finalement, les acheteurs avaient à peu près tous la même réponse. Ben, vous avez fait des tas de gains, et ben maintenant, vous allez me faire le produit moins cher.
Et du coup, ces entreprises-là qui avaient fait des super projets, parfois de plusieurs années en éco-conception, se retrouvaient confrontées à challenger leurs prix, alors que leurs produits, ils avaient tellement investi pour arriver à ça que finalement, leurs produits étaient soit à prix égal, soit à prix un peu plus cher et se retrouvent à avoir des acheteurs qui leur disent, ben, forcément, avec tous les gains que vous avez faits, moi, je veux que le produit soit moins cher. Et du coup, la négociation commerciale s'orientait soit sur le prix. Il y a un autre phénomène aussi à léguer tous ces éléments où on réduit, c'est qu'on peut se poser des questions sur les performances du produit. Est-ce que le produit va tenir dans le temps si on met moins de matière? Est-ce qu'il est moins performant? Tout à l'heure, tu l'évoquais, hein, Nicolas, l'usage. En fait, les performances environnementales d'un produit, ça doit toujours être les allégations de second plan. Ça doit jamais être la priorité dans les allégations. Un produit, on l'achète d'abord parce qu'il fonctionne et on doit rassurer son fonctionnement. Et un produit écologique qui se revendique comme écologique doit peut-être encore plus crédibiliser sa phase d'usage Mhm. et le fait que le produit fonctionne que les autres. Parce que les autres, intrinsèquement, c'est des produits classiques. Donc, s'ils sont sur le marché, c'est qu'ils fonctionnent. Si un produit connoté environnemental est sur le marché, on a forcément une suspicion comme quoi il ne fonctionne pas. Donc, il va falloir faire d'autant plus d'efforts en communication sur prouver qu'un produit fonctionne. Et le nombre, en tant que, on a tous été éco-consommateurs, à acheter des produits écologiques, et le nombre de déceptions qu'on a eu en tant que particulier à acheter des produits écologiques qui fonctionnaient mal, où il fallait plus frotter, où il fallait plus faire un effort, un sacrifice. Le sacrifice était peut-être important sur ce produit écologique par rapport au produit classique. On l'a payé peut-être plus cher et du coup, ben, la satisfaction du produit, la valeur ajoutée du produit, la perception de valeur ajoutée, ben, elle peut être dégradée dans dans ce contexte-là, quoi. Arrive à la fin de cette conférence. On va prendre quand même 10 minutes pour échanger avec les personnes qui sont avec nous. Je regarde s'il y a des questions. Il y a eu des commentaires en tout cas. On a eu un commentaire sur les influenceurs avec une question. Oui, comment communiquer de façon soft ou détournée? Non, donc ça c'est pour les entreprises. Quand elles continuent d'avancer, ouais, continuer à communiquer de façon soft ou détournée. C'est vrai qu'on en a parlé plutôt qu'une grande campagne de communication, communiquer de façon plus subtile et plus discrète, comme disait Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la communication subtile et discrète, c'est une notion qui est intéressante. Ouais. Notamment parce alors je reviens sur mon expertise produit-service, on est sur des marchés concurrentiels et quand on allègue et quand on communique sur des offres, c'est toujours en comparaison par rapport à d'autres produits. Donc, une communication environnementale, là où on se met en porte-à-faux quand on communique, c'est qu'on critique grosso modo ce qui existe sur le marché. Et c'est là où on est aussi tenté de l'éco-silence, c'est de se positionner par rapport à des concurrents, c'est les attaquer indirectement, et du coup, il faut jouer avec plein d'artifices marketing pour pouvoir se positionner comme un leader sur le marché sans attaquer de façon frontale l'ensemble des concurrents. Et ça rajoute un élément de difficulté au-delà du système de preuve, au-delà de la temporalité. Et ça rajoute des éléments en plus dans ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vraiment se positionner. Et c'est là où je trouve que l'intelligence marketing et les stratégies marketing doivent être au service de vendre des produits, des solutions écologiques, c'est de glisser ces informations et sans mettre en porte-à-faux
l'ensemble des concurrents ou de façon tellement indirecte que finalement on n'est pas critiquable dans son approche. Et je rajouterai là-dessus, moi j'ai appris récemment qu'il existait un, un biais cognitif qui s'appelle, je le recherchais, l'effet Prodfol sur l'humilité. Donc tendance à trouver des personnes commettant des erreurs mineures plus sympathiques et compétentes que celles qui semblent parfaites. Et donc, en communication responsable, en communication de façon traditionnelle, on joue sur plein de biais cognitifs. Pourquoi ne pas aller jouer sur ce biais cognitif et de se montrer imparfait, de montrer ses limites. Et là, c'est un autre moyen. Là, faut vraiment aller casser les codes de la communication, de ce qui a été enseigné, de la façon de faire de la communication. Euh, on est complètement à l'inverse, mais puisque c'est un biais cognitif, allons jouer dessus. Très bien. Peut-être un petit tour de table. Esther, Philippe, Denis, est-ce que vous Ouais. avez une J'ai une question, une remarque, petite une... question à nos experts. Bravo pour vos interventions. C'était hyper intéressant de voir évidemment le niveau de granularité de vos analyses. J'ai une question qui nous concerne tous et toutes dans ces lauriers de la régénération. On voit beaucoup de marques qui désormais allèguent de leur visée ou de leur régénération avérée. On sait, vous l'avez dit, je partage vraiment le point que c'est quand même extrêmement compliqué de demander des certifications aux petites entreprises parce qu'il y a des coûts, il y a des temps et c'est peut-être pas là qu'il faut d'ailleurs mettre les moyens puisque la régénération peut aussi se mesurer avec une traçabilité avérée. Du coup, quels sont vos conseils pour ces nouvelles allégations qui arrivent sur le regen? Oui, Est-ce que... Nicolas. Oui. Alors, je peux tenter, hein, mais moi, je travaille beaucoup dans l'univers alimentaire, donc je connais le régénératif dans le cadre de ce qu'on appelle l'agriculture régénérative, hein. Donc, je vais parler de ça parce que c'est ça que je connais. C'est vrai que c'est très complexe parce qu'à la fois, c'est très prometteur, etc. Ce qui est compliqué avec le régénératif dans le cadre de l'agriculture, c'est que c'est pas normé. C'est-à-dire qu'en fait, je vais un peu exagérer, hein, mais en tout cas en Belgique, vous plantez trois pâquerettes le long de votre champ, et puis vous pouvez dire ah je fais de l'agriculture régénérative. Comme c'est pas défini de manière extrêmement précise, et donc là il y a un vrai, pour moi il y a un peu un vide juridique, etc. qui doit être comblé parce que du coup, ça permet, comme ça, c'est chouette, c'est un chouette, et c'est, attention, hein, le concept de l'agriculture régénérative en lui-même est formidable. Mais il y a un vrai danger que certains se l'approprient à moindre frais, à moindre coût, en ayant des approches extrêmement minimalistes et en disant ah, regardez, c'est formidable, on est régénératif. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la solution, si ça doit passer par une forme de définition un peu plus Normé? ferme, normée, effectivement, de Normalisé? ce que c'est, mais dans cet univers-là, je trouve que c'est pour le moment un problème. Pas le concept, hein, pas le concept, il est génial, mais dans la réalité, le fait que le manque de définition fait que certains se l'approprient un peu de manière un peu trop facile. Denis, un point de vue? Oui, enfin, un point de vue, bonjour. Euh, non, parce que je sais pas si on en a parlé, mais je pense que l'essentiel, c'est l'humilité et la transparence dans cette communication. Je pense que si on dit, voilà, on s'engage, mais on fait pas tout parfait, on est en chemin, on est en progression, on risque de faire des erreurs, et voilà, je pense que c'est ça. Peut-être aussi qu'il faut communiquer. Et Merci. Oui, vas-y. Loïs, Par la par rapport à la régénération. norme, peut-être la belge, je sais pas. Ouais, alors par rapport à la remarque de Philippe, régénération, il avait l'air de dire que ça se mesurait très bien. Donc à partir du moment où ça se mesure, on est capable de communiquer. Par contre, moi,
je reviens aussi sur la remarque de Nicolas, c'est qu'il y a un enjeu de proportionnalité là-dedans. Et j'ai vu beaucoup trop d'exemples, notamment avec le concept de cradle to cradle, où finalement on mettait trois ruches sur le toit et ça y est, c'était bon. Alors qu'en dessous, on fabriquait des 4x4 dans une usine, ce genre de choses, quoi. Donc il y a un vrai enjeu de proportionnalité, savoir est-ce que la mesure, elle est en relation avec l'enjeu, les enjeux autour de l'activité de l'entreprise ou du produit, quoi. Oui. Il y a un écart temporel entre la mise en place des pratiques, qui peuvent effectivement, dans certains cas, relever de ce que vous dites, et les impacts constatés. C'est-à-dire que, par exemple, planter une haie en année 1, il faut que les haies, ben, peut-être il y a 3 ans, 4 ans qu'elles poussent, et ce n'est qu'au bout de peut-être 4 ans que ce sont des abris pour les oiseaux. Et je vais donner un exemple sur les haies, c'est un bon exemple. À Saint-Étienne Métropole, ils revendiquent qu'ils vont planter 21 km de haies. Bon, ben, je ne sais pas si ça se trouve, il y en a 650 km dans le territoire et que ça représente 0,01%, 20 km. Et ça, je leur ai demandé et j'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas ce que ça veut dire 21 km sur une métropole. Et quel est l'enjeu, quelle est la relation vis-à-vis du territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de Oui. sens. C'est déconnecté de l'enjeu de 500 000 habitants et de ce que ça Si représente on reste sur si on reste sur les haies, il faut savoir que il y a il y a des primes pour planter des haies. Oui, non, Donc, mais on en ça, est c'est à encore autre chose, ça. je plante des haies pour toucher la prime. Et est-ce que cet argent est bien utilisé et pour quel impact? Je dis juste qu'il y a une table ronde le 17 avec l'INRAE qui va donc poser que l'agriculture régénérative, c'est de l'agriculture de conservation des sols bio. Donc en France, on avance sur ce sujet-là. Aux États-Unis, mais même dans le monde, il y a une norme internationale sur l'agriculture bio-régénérative. Donc le sujet est en train d'avancer. L'État de Californie aussi a inscrit bien que c'était de l'agriculture au-delà du bio, et, qui permet d'augmenter la biodiversité des sols, augmenter la biodiversité au-dessus des sols, et qui est bonne pour la santé, et qui, en plus, en ce moment, on parle beaucoup de ça aux États-Unis, mais sur la juste rémunération des producteurs. Et en France, on parle effectivement de prix plancher ou de contrat long. Donc, c'est ça, en fait, qui sera posé le 17 pour faire avancer cette réflexion. Le 18, on aura plusieurs labels qui permettent de certifier d'une part les pratiques. Donc, il y a certains labels qui regardent les cahiers des charges et qui disent, vous avez des pratiques qui auront des impacts. Donc là, on a Déméter, label bio, Régénérative Organique Certified, qu'on peut qualifier tous les, sauf le label bio positif, puisque le label bio, c'est vrai qu'on est bio qu'on est régénératif, mais Déméter est plus que bio, Cosme Bio est plus que bio, Rock est plus que bio, et il est bien ce qu'on appelle comment dire, une approche multi-indicateur qui est très importante dans la régénération. Les sols, le bien-être animal, la justice sociale. Et on aura le land to market qui, lui, c'est différent parce que eux mesurent, comme tu as dit, Loïs, les impacts constatés. Donc, sur une ferme ou sur un élevage, ils mesurent euh, quels impacts on constate et quels sont les chiffres que l'on obtient. Et là, ça va être vraiment, voilà. Donc, c'est aussi très intéressant. Et eux, ils sont ce qui s'appelle practice agnostic. Et cette initiative dont tu parles, c'est quoi en fait? Land to market, la dernière. Land to Market? Ouais. Ok. Et bien sûr, ça se mesure tout ça, hein. En France, on a aussi des organismes qui mesurent. Aujourd'hui, dans l'agriculture, si on reste là-dessus, on est sur la mesure carbone. Mais bien sûr, on peut mesurer le taux de matière organique d'un sol. Et là, il y a Ouais, tout à fait. les fonds carbone et les labels carbone. Mais on peut aussi mesurer la biodiversité, qui est un peu coûteuse. Combien il y a de bactéries, de champignons, de vers de terre. Ce sont des choses qui se mesurent en laboratoire. Et on peut bien sûr faire du comptage d'oiseaux et autres. Et on peut bien sûr compter
combien on donne aux producteurs, voilà, des choses comme ça, tout se mesure. Après, là, ce sera un débat, bah, justement, je crois que c'est demain. C'est l'économie de la mutualité, c'est que ces investissements-là sont lourds à porter et qu'il faut les porter à plusieurs. Et qu'il y a création de valeur et qu'il y a partage de la valeur. Donc ça, c'est le sujet de la table ronde de demain. Bah, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, c'est OK pour moi. Sinon on se dit à demain. Moi, il y a un truc qui est fondamental, c'est Ouais, le premier principe de la communication environnementale. Une communication environnementale, elle se doit d'être pertinente, donc parler des vrais sujets, exacte, vérifiable et non trompeuse. Donc, oui. en fait, ces quatre termes soulèvent tellement de sujets qu'on a évoqués ce soir qui sont importants. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est d'avoir la culture de la preuve. Ouais. Quelle preuve on met derrière chaque allégation, que ça soit certifié ou autodéclaratif. On peut faire des choses très, très intéressantes de façon Et je sais qu'il y a un autre autodéclarative. point qui me tient à cœur, c'est la transparence. Et la transparence, oui. Alors, exact, vérifiable, vérifiable, tu as l'enjeu de transparence non vérifiable, parce que effectivement, la culture de la preuve, tu peux aller la challenger sur Ouais, chaque allégation. ouais. Ça, c'est le On a- sujet. Et il faut que ces labels et certifications, ça je sais que c'est un sujet pour Philippe, ils soient transparents sur leur façon de mesurer. Oui, et je voulais simplement faire un petit compliment par rapport à tout ce qui a été Ah, dit. C'est que dans l'écologie, quand on mesure que les impacts classiques en mode ACV classique, c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'elle sera obsolète en 2030, puisqu'elle l'est déjà l'année prochaine. Finalement, on a de nouvelles formes d'ACV qui arrivent, heureusement, qui tiennent compte du vivant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En tout cas, dans la production classique, on a toujours eu peur aussi de marketer un argument écologique avec l'effet rebond. Parce que là, c'est le gros paradoxe de l'écologie. On dit, allez-y, consommez, c'est bon pour la planète, et puis on en consomme 50 fois plus ou 50 fois trop. Et donc, il n'y a plus du tout de gain pour la planète, hein. Enfin, je veux dire, c'est un gros paradoxe de nos sujets. C'est pour ça que dans les systèmes de scoring, parfois, on s'évite de mettre trop de produits en A. On met la barre de façon extrêmement élevée. Dans les labels écologiques, la barre qui a été choisie à l'époque, c'était de dire on peut labelliser en label écolo que 20% du marché. Alors c'est vrai que dans le Regen, on est encore au-dessus. Donc voilà, donc moi, ma conclusion finalement par rapport au régénératif, c'est que oui, c'est mesurable, oui, c'est économique, oui, c'est fiable, et surtout, il n'y a pas d'effet rebond. Il n'y a que des effets positifs, justement, qu'on n'a jamais mesurés, vraiment. Et on est en train, notamment nous, entre GT et Regen à la Climate House, de travailler sur la filière laine. Et là, c'est absolument un cas extraordinaire. Alors, je fais de la pub pour ma table ronde aussi, bientôt. Mais c'est un cas extraordinaire parce qu'en fait, on repart de l'ancestral, voire du préhistorique, qu'on a finalement tagué en très polluant, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et quand on déconstruit, parce qu'il faut déconstruire l'analyse des impacts. La laine est mal notée, alors que Voilà. Non, voilà, la laine est mal nombre des notée, moutons. mais il faut déconstruire les mesures. Et quand on déconstruit les mesures, on est extrêmement surpris de voir que les mesures, les chiffres qu'on nous impose et qu'on nous oppose sont faux. Et donc, Oui, je pense que c'est intéressant aussi pour reconstruire le regen, voilà, d'être extrêmement attentif à toutes les erreurs qui ont été réalisées depuis 20 ans ou 25 ans dans ce qu'on a appelé des produits écologiques et de construire une nouvelle école, oui. effectivement, qui va être beaucoup plus robuste et qui ne vise pas la performance, mais plutôt la robustesse. Très bien. Et donc, table ronde textile le 17. Je remercie tout le monde pour leur participation. J'ai trouvé que cette table ronde était vraiment intéressante et j'ai bien aimé enfin, la franchise, les solutions, voilà, les questions. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tout le Au monde. revoir, Merci, à bientôt. À à bientôt. bientôt. Alors, comment on coupe l'enregistrement? Ah, Jérémy, pour la suite. Peut-être couper l'enregistrement, enregistrer, si je clique dessus.